Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les Calédoniens. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons dépassé la barre des 100 patients décédés en Nouvelle-Calédonie. C'est un chiffre qui nous attriste particulièrement. Ce chiffre va continuer à croître et toutes nos pensées vont aux familles des patients décédés. On a des histoires parfois dramatiques avec plusieurs décès dans une famille. Donc toutes nos pensées au niveau des médecins, des soignants, du Medipôle vont à ces familles et à leurs amis. Ces patients avaient un âge en moyenne de 72 ans et dans l'immense majorité des cas, 92% n'étaient pas vaccinés. Les chiffres du gouvernement nous apprennent que 6838 nouveaux cas avérés depuis le 6 septembre sont à déplorer aussi. Et l'âge moyen des patients positifs est de 40 ans. En réanimation, nous avons aujourd'hui 53 patients sur un service qui compte 61 lits. Et ces 53 patients ont un âge moyen de 53 ans, un petit peu moins, 52, et ces patients sont tous non vaccinés, sauf 2, dont la vaccination avait eu lieu il y a plus de 6 mois et qui n'avaient pas eu le rappel de la 3e dose, mais on en reparlera après. Donc c'est des patients qui avaient une immunité, qui n'avaient aucune immunité contre le Covid et qui sont donc aujourd'hui dans une situation critique pour l'immense majorité d'entre eux. La situation critique, elle est vécue aussi par l'ensemble des patients qui sont hospitalisés. On a 297 patients hospitalisés en secteur Covid au Medipôle aujourd'hui, hors réanimation. Et ces patients ont besoin de quantités très importantes d'oxygène, avec des états parfois critiques, mais qui ne sont pas en réanimation. En tout, il y a 189 patients positifs qui sont surveillés actuellement sur l'ensemble du territoire, dont 158 en province sud, 18 dans les îles et 13 dans le nord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on organise avec la province des îles, avec l'île d'Ouvéa, un transfert de 2 patients qui arriveront ce soir, qui sont dans un état préoccupant et qui arrivent au Medipôle en fin de journée. Il y a eu 2 transferts hier de l'IFU et on continue quotidiennement à se renseigner au niveau du Medipôle sur l'état sanitaire des îles, de chaque île, en lien avec la direction sanitaire de la province des îles et le coordonnateur de la province médicale de la province des îles, le docteur Ducrot. Tous les jours, nous avons des points, y compris avec le Nord, pour pouvoir récupérer tous les patients qui nécessitent une hospitalisation au Medipôle, des compléments d'examen. Ces nouvelles sont préoccupantes. Elles montrent la gravité de l'épidémie dans notre pays, et elles montrent aussi le faible taux de vaccination encore aujourd'hui de la population qui entretient un nombre important de cas graves. Vous savez que la vaccination protège des cas graves. Aujourd'hui, nos patients hospitalisés, dans 93% des cas, ne sont pas vaccinés ou n'ont pas un schéma vaccinal complet. Il y a aussi des patients qui guérissent et tous les patients qu'on peut faire sortir de l'hôpital, qu'on envoie à l'hôtel, vous savez comment ça fonctionne maintenant, il y a 20 à 30 sorties par jour de l'hôtel de gens qui rentrent à leur domicile et donc qui s'améliorent, qui guérissent et qui rentrent chez eux. On estime à environ 3 830 le nombre de patients guéris aujourd'hui. Certains ont encore besoin d'oxygène et certains ont encore besoin d'une petite surveillance et certains auront besoin d'une rééducation pneumologique derrière à l'issue de leur infection. Vous savez que le Covid laisse des séquelles et dans 100% des cas réanimatoires, on aura besoin d'une réanimation. Dans 70% des cas d'hospitalisation Covid en soins critiques, mais pas en réanimation, mais en soins critiques, on aura besoin aussi d'une rééducation pour marcher, monter les escaliers, etc. Et c'est dans 10 à 15% des cas des patients hospitalisés en secteur médecine qu'on aura besoin aussi d'une rééducation. Donc l'offre de soins en rééducation pneumologique est en cours de construction sur le territoire parce qu'on n'aura pas assez
de lits pour rééduquer tous les patients qui en auront besoin dès la semaine prochaine. Donc c'est une petite urgence parce qu'on a quand même beaucoup de patients qui sortent de l'hôpital. Ceux-là, certains ne doivent pas rentrer encore à la maison et bénéficier de rééducation. L'organisation, vous l'avez compris, est territoriale. La coordination, elle est territoriale. Et on a une organisation qui fonctionne correctement. On a construit au Medipôle un hôpital de 400 lits Covid sur 500, avec 61 lits de réanimation. Et cet hôpital, il est pas plein, mais presque. La saturation oscille depuis une semaine entre 83, 81 et 95% des lits. Donc on a une petite marge qui nous permet de continuer à absorber les flux continus de patients qui arrivent d'un peu partout sur le territoire. Ensuite, ces patients sont traités au Medipôle. Certains restent plus de 3 semaines, parfois plus encore. D'autres réussissent à quitter le Medipôle pour aller à l'hôtel où ils sont pris en charge. Et je salue cette coopération et ce travail formidable réalisé par les équipes de la DCGR qui ont augmenté leur capacité d'accueil en lits sous oxygène à l'hôtel, au Méridien et au Château Royal, permettant de mettre les patients dans de meilleures conditions en dehors de l'hôpital parce qu'ils ont besoin de moins de surveillance. Et voilà. Grâce à ce travail, aujourd'hui, il y a environ 150 patients à l'hôtel. Je n'ai pas le chiffre exact à l'heure où je vous parle, mais on a une capacité en lit qui augmente. Et grâce à ça, on gère actuellement, on va dire, 400 malades au CHT, plus 150, ça fait plus de 550 patients qui sont gérés entre le CHT et les hôtels en permanence, avec un niveau de surveillance qui varie selon les besoins des patients. C'est une organisation unique, très bien rodée, et qui aujourd'hui tient sous le coup des arrivées de patients et qui permet de soigner les patients dans des conditions humaines, décentes, adaptées. Et je tiens à féliciter et à exprimer toute ma gratitude et ma fierté envers l'ensemble des soignants du Medipôle, toutes catégories confondues, mais aussi l'administration, car un hôpital, ça fonctionne avec tout le monde, pour réussir ce pari un peu fou d'une capacité aussi énorme pour accueillir tous ces patients qui arrivent quotidiennement. Pour l'instant, ce système tient bon et on peut être tous très fiers du travail qui est fait dans votre hôpital. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées et qui viennent nous aider, remercier tous les témoignages de chaleur et de remerciements qui sont faits par l'ensemble de la population. Il y a beaucoup de dessins qui nous ont beaucoup touchés, des gâteaux qui nous font grossir, et on est vraiment très content de voir qu'une grande partie de la population reconnaît cet énorme travail, qui est aussi une très grande souffrance, parce que on voit des patients mourir, on voit des patients qui s'asphyxient et qui s'angoissent à cette idée-là. Voilà, on a quand même beaucoup de guérisons et on a aussi beaucoup trop de décès. Vous savez que il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui sur le territoire, comme dans tous les pays du monde, autour de certains traitements ou de la vaccination. Nous souhaitons vraiment que ces polémiques elles cessent. Nous essayons de porter le message que dans un moment aussi difficile que celui que nous vivons, nous ne devons pas faire preuve d'agressivité, nous ne devons pas faire preuve de colère, même si la maladie en soi, elle est injuste et qu'elle nous laisse souvent démunis. Nous devons faire preuve de courage et de solidarité pour essayer de limiter les conflits qui ne sont pas productifs et qui surtout nuisent à la prise en charge de nos patients. Donc j'en appelle au bon sens, à la générosité de tous, même si nous ne sommes pas d'accord entre nous, il faut quand même aider tout le monde, parce que notre population calédonienne en a besoin aujourd'hui plus que jamais. C'est vraiment un tournant dans notre histoire sur le plan des soins, et j'en appelle à la conscience de chacun pour qu'on puisse trouver un dialogue d'apaisement. Nous allons en tout cas y travailler au Medipôle pour trouver des solutions pour tout le monde.
Le point que je voudrais aborder maintenant est en lien, puisqu'il s'agit de la vaccination. Donc, j'ai les chiffres du gouvernement. Depuis samedi, 2955 personnes ont été vaccinées, avec 52,84% de la population totale qui ont reçu une première injection, et 83 851 personnes ont reçu 2 doses. Donc, il y a 1272 personnes qui ont eu le rappel à entre 6 mois et 8 mois. Donc, à ce stade, nous n'avons que 30,94% de la population qui a un schéma vaccinal complet. C'est bien sûr beaucoup trop peu. Ce vaccin, très polémique, qui est le vaccin Pfizer, nous l'avons tous reçu au Medipôle. Les médecins, en tout cas, 99% des médecins l'ont reçu. Nous allons bien et nous sommes contents d'être vaccinés pour pouvoir soigner les patients qui ne le sont pas. Parce que comme ça, nous sommes protégés et nous pouvons travailler dans les meilleures conditions possibles. Nous pouvons apporter l'oxygène aux patients qui ne sont pas vaccinés et qui en ont besoin. Donc, nous souhaitons que tout le monde puisse être vacciné. Quand je dis tout le monde, c'est tous les gens en âge d'être vaccinés pour qu'ils soient protégés. Je vous rappelle, vous le savez sûrement pas, mais le patient le plus jeune de la réanimation a moins de 30 ans, 27 ans. On en a un qui a 33 ans et qui a peu de comorbidité. Le variant Delta a une agressivité qui est un peu particulière, notamment chez les personnes obèses. Et parfois, on a juste l'obésité, et une obésité qui n'est pas faramineuse, une obésité classique qu'on voit beaucoup en Nouvelle-Calédonie, et on a des gens donc jeunes, non vaccinés, qui contractent des formes graves. Donc nous souhaitons sauver le plus de monde possible. C'est notre métier. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de décès sur le nombre de patients vaccinés. Il n'y a pas. On a une pharmacovigilance qui est très pointue. Je sais que certains en doutent, mais on a une pharmacovigilance très pointue et on fait attention à tous les cas potentiels d'effets secondaires. On n'a pas de décès enregistrés au niveau de la vaccination. Par contre, on a déjà plus de 100 décès par le Covid et on va en avoir encore plus. Ce vaccin, il est assez simple en fait. Même si il peut faire peur, il est assez simple. C'est un vaccin ARN messager dont vous avez déjà entendu parler. Et il reproduit ce que la nature fait naturellement. Il le reproduit. Il reproduit ce que le virus pourrait vous faire si vous contractez le virus, mais sans attraper la maladie. On ne peut pas contracter le Covid avec une injection. Par contre, si vous n'avez pas un schéma vaccinal complet, vous pouvez attraper la maladie parce que vous n'êtes pas complètement immunisé, ou plus assez, comme c'est le cas des 2 patients dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont en réanimation, qui n'étaient plus assez vaccinés. D'où l'intérêt d'un rappel entre 6 mois et 8 mois pour que vous soyez correctement protégés. Donc, je demande aux patients, aux gens dans la rue, de réfléchir bien à l'impact que ce vaccin peut avoir en termes de protection. Le choix, en fait, il est individuel et on doit le respecter. Je comprends certaines réticences, mais quand on voit aujourd'hui qu'on travaille à l'hôpital, on se rend compte que la vaccination, chaque personne de plus, et si les messages que je viens délivrer, je ne fais pas partie du gouvernement, je suis président de la CME, je suis calédonien, je viens vous parler en tant que médecin. Eh bien, ces messages-là, s'ils pouvaient convaincre ne serait-ce que 10 personnes de plus, ce serait 10 personnes de sauver pour nous. Donc voilà pourquoi je viens devant vous aujourd'hui, c'est pour essayer de monter ce taux de vaccination aussi, parce que si quelques personnes peuvent avoir confiance en plus, c'est toujours des personnes en moins dans nos cimetières pour certains, ou avec des séquelles pour d'autres. Voilà. Après, il y a des gens qui n'auront pas de forme grave, bien sûr. Tous les gens ne vont pas mourir, évidemment. Et il y a quand même 20% de formes qui sont graves et qui sont avec séquelles dans cette maladie. Les 80% autres n'en feront pas. Mais dans notre entourage, nous connaissons tous quelqu'un qui pourra faire une forme grave. Tous, nos vieux, nos parents. Voilà.
Donc ce vaccin, eh bien, ma foi, pour l'instant, c'est la seule solution que nous avons. Et après, ça, c'est l'oxygène. Donc l'oxygène, nous en consommons énormément au Medipôle pour pouvoir faire respirer les patients. Un dernier point qu'on m'annonce, c'est l'arrivée très prochaine du vaccin Janssen, 2000 doses, qui est nécessaire pour, a priori, eh bien, élargir l'offre vaccinale. Donc voilà, je pense que le gouvernement vous en reparlera très rapidement. Donc les messages que je souhaite laisser au total, c'est nous avons une organisation solide, nous devons être solidaires, il n'y a plus la place au conflit, aux critiques. Aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bateau, donc nous souhaitons que les critiques cessent et nous n'en ferons pas envers ceux qui nous critiquent. Et le troisième message, c'est qu'il faut vous faire vacciner, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen utile pour vous protéger, avec bien sûr les gestes barrières. Voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Bonjour, Morgane Boucher, Radio Rythme Bleu. Alors on voit que les chiffres ne cessent d'augmenter, en revanche ceux de la réanimation n'augmentent pas, comment ça s'explique ? Alors on a des patients en réanimation qui ne sont pas tous intubés. On a environ un tiers, un peu plus, de patients qui sont intubés. Et ceux qui ne sont pas intubés ont ce qu'on appelle un protocole d'hyperventilation, c'est-à-dire 60 litres par minute. Alors ça vous parlera pas, hein, mais c'est comme si vous rouliez à 450 km/h avec votre voiture au lieu de 100 km/h. Donc on fait rouler l'oxygène à cette vitesse pour être sûr que les poumons continuent de fonctionner parce qu'ils sont détruits. Mais ça évite l'intubation. Et donc, grâce à ce protocole, qui est un protocole tout à fait adapté et qui est hérité de l'expérience de tous nos collègues de métropole, on arrive à intuber le moins de personnes possible et donc de sauver le plus possible. Ce qui explique qu'on ait des sorties de réanimation vers les autres services. On a tous les jours 2 à 3 sorties et on a aussi des décès, malheureusement, de patients qui ne survivent pas. On a eu 3 décès hier en réanimation. Donc, ce sont des patients les plus graves, bien sûr. Donc, tous les jours, on a 4-5 entrées possibles en réanimation. Donc, on essaye de faire le maximum pour permettre l'accès à la réanimation pour le plus grand nombre de patients possible sur tout le territoire. Lorelai O'Brien, c'est première. Vous avez dit que la Calédonie a dépassé la barre des 100 morts du Covid. Combien donc de nouveaux décès sur les dernières 24 heures ? On a 8 nouveaux décès sur les dernières 24 heures. 101 décès en tout, mais ce nombre ne cesse d'augmenter. Dans 2 heures, il sera faux, probablement 102 ou 103. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est 101 et 8 décès depuis hier au CHT. Une autre question peut-être relative à la manifestation anti-restriction sanitaire. Je sais que vous ne faites pas partie du gouvernement. Néanmoins, est-ce que vous avez un avis sur ceux qui ont pris la parole pendant cette manifestation pour traiter la DAS, notamment d'assassin, parce qu'elle refuserait de laisser les médecins prescrire, je cite, des médicaments qui soignent le Covid, référence à l'ivermectine ? Bien sûr, j'ai un avis là-dessus. Je comprends en fait. Voilà, je comprends qu'il puisse y avoir beaucoup de colère. Et je crois que c'est beaucoup lié au fait que les médecins se sentent impuissants. Quand on a la grippe, on prescrit de l'aspirine ou du paracétamol. Mais la grippe tue peu. Donc on n'a pas ce sentiment de frustration ou d'impuissance que le médecin peut avoir face à une maladie qui, elle, la Covid, va tuer. Et comme on n'a pas grand-chose à prescrire, le médecin se sent dans une situation d'impuissance totale. Donc, oui, on peut prescrire des vitamines, bien sûr. On peut prescrire d'autres médicaments, mais certains n'ont pas été reconnus comme utiles. Certains ne sont pas des médicaments. Mais refuser cette prescription aux médecins, à ceux qui veulent les prescrire, c'est source d'une grande frustration que je comprends. Malheureusement, les règles sont là. Les médecins doivent suivre les règles. Et donc, au lieu d'exprimer cette colère ou cette frustration, il faut trouver d'autres moyens d'aider les patients. Et je pense qu'un des moyens les plus simples, c'est prendre le temps d'écouter la plainte, d'expliquer les choses, ça prend du temps. Mais ce temps-là, sans prescription au final, pour bien orienter le patient quand il va s'aggraver. Vous savez qu'aujourd'hui, on a toujours des patients qui arrivent trop tard à l'hôpital. On a toujours des patients qui ne sont pas pris en charge sur leur maladie non Covid. On a un retard de prise en charge qui va s'accumuler. Voilà où les médecins, ils ont un rôle très important. C'est pas dans la prescription d'ivermectine, mais c'est plutôt dans l'écoute,
dans la compréhension et dans l'orientation adaptée. Bonjour, Pierrick Châtel des Nouvelles-Calédoniennes. Je vais aller dans le droit fil de la question de ma consoeur. Qu'est-ce que vous dites, les médecins sont censés respecter les règles, mais que faut-il faire quand certains, visiblement, ne les respectent pas? Il y a un groupe là, un groupe opposé à la vaccination qui a partagé un courrier, a priori, de l'un de vos confrères, qui dit donc non seulement qu'il y aura des preuves biologiques de décès liés à l'injection du vaccin, et que, enfin, il a tout un tas de preuves et de choses à prouver. Qu'est-ce que les médecins ou qu'est-ce que la communauté scientifique fait quand l'un des vôtres, effectivement, sort de ce chemin? Je crois que c'est la vie, malheureusement. Hein. Je crois qu'on n'a pas... il ne faut pas stigmatiser et il ne faut pas réagir avec agressivité, même si je ne vous cache pas que certains d'entre nous à l'hôpital souhaitent faire preuve exprimer leur colère, en fait, on va dire ça comme ça. Je crois que ça ne sert à rien. Il faut plutôt essayer de comprendre pourquoi les gens sont si agressifs envers l'absence de possibilité de traitement, pourquoi les gens sont si dans l'incompréhension face aux recommandations. Voilà, faut essayer de comprendre en fait la personne en face. Le traité de menteur, alors bien sûr qu'il y a des fake news au sein de tout ça, hein, ça s'alimente. Hein. Je vous citerai pas toutes les fake news de la semaine dernière, mais il y en a un certain nombre, hein, des décès qui sont faux en fait. Hein, voilà. Donc nous, mon Dieu, mais quel intérêt on aurait à mentir, hein? Quel intérêt on aurait à mentir? Quel intérêt on aurait à ne pas prescrire un médicament qui fonctionnerait? Quel intérêt on aurait à brimer nos collègues? Quel intérêt on aurait à les critiquer? Voilà, soyons tous solidaires, soyons ensemble. Arrêtons de nous jeter la pierre les uns les autres et puis trouvons le bon moyen ensemble, solidaires, de faire. Hein. Réinfo Covid, pour les citer, ont mis en place une organisation des soins qui est tout à fait intéressante. Et je pense que j'en discuterai avec eux très prochainement. Voilà. Et on doit travailler sur l'organisation, parce que l'organisation, c'est celle qui nous permettra de ne laisser personne de côté. Voilà. L'ivermectine, c'est un faux débat. Voilà. La chloroquine, c'est un faux débat. Voilà. Se centrer sur ça, c'est stigmatiser la colère. Et ça, je pense, en tant que représentant des médecins du Medipôle, que c'est pas une bonne idée. J'avais une deuxième question. On nous avait indiqué que l'âge des patients en réa et d'une manière générale hospitalisés en unité Covid avait tendance de plus en plus à baisser en âge. Est-ce que vous continuez à observer cette tendance? Alors oui, en réanimation, c'est clairement le cas. Hein. On est passé de 60 ans à 53 ans, donc l'âge effectivement baisse. Dans le reste de tous les services, c'est aussi un peu le cas. Pourquoi? Parce qu'on garde les patients les plus graves et que ceux qui vont s'améliorer plus vite, on va les laisser sortir. Et on a beaucoup de patients jeunes. Hein. Faut savoir ça, c'est quand même assez incroyable. Hein. Donc effectivement, le renouvellement de notre population fait que ceux qui restent les plus graves, parfois, c'est aussi des formes très sévères chez des gens jeunes. Donc il y a un certain rajeunissement de la population. Après, ça reste quand même des âges aux alentours de 60 ans, 50, 60 au Medipôle, mais j'ai pas le chiffre exact de l'âge moyen de tous les autres patients hospitalisés des 297 patients actuels. Morgane Boucher, Radio Rythme Bleu, à nouveau, vous indiquez que vous utilisiez beaucoup d'oxygène. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie peut faire face à ce fort besoin en oxygène? Alors, on utilise plus de 6 tonnes par jour d'oxygène, juste au Medipôle. Et la société qui fabrique l'oxygène a prévu une consommation massive d'oxygène. Donc, nous sommes une grosse bonbonne d'oxygène au Medipôle. Il ne faut pas fumer, hein, parce que sinon... Voilà. Oui, c'est faramineux. C'est faramineux la quantité d'oxygène qui est produite parce que c'est le premier traitement. On utilise d'autres traitements et on est en discussion pour développer les anticorps monoclonaux qui sont une nouvelle thérapie. Et ça, j'espère qu'on va pouvoir les développer très vite. Bonjour, Chloé Mingour pour DNC. Est-ce Bonjour. que vous pouvez nous dire combien de décès sont intervenus à domicile? Alors, j'ai malheureusement pas cette donnée encore, mais j'ai la donnée au compte-gouttes en fait. Notamment par le SAMU et SOS Médecins qui font parfois les déclarations, les constats de décès à domicile. Mais très clairement, il y a eu plus de 3 décès par semaine, probablement plus, à domicile. Et certains ont été accompagnés
par les soins palliatifs à domicile. Et les premiers retours sont très bons. C'est-à-dire que la souffrance qui est générée dans tous les cas, elle est apaisée. Les patients les patients ont une fin qui est plus paisible et ça évite ces fins à l'hôpital qui sont compliquées, ou même si on fait rentrer les familles. Parce que les visites sont interdites, mais pas pour les accompagnements de fin de vie. Mais malgré tout, on ne peut pas faire rentrer toute la famille alors qu'elle est présente à domicile. Il y a un accompagnement qui est absolument extraordinaire, et je tiens à féliciter cette équipe cette équipe de trois personnes à chaque fois avec les psychologues. Et il y a une vraie différence, c'est une vraie offre de soins, un accompagnement, et ça est en train d'exister sur l'ensemble du territoire aussi. Donc je salue tous mes collègues, notamment la province des Îles qui a mis ça en place parmi les premiers depuis lundi, mais aussi d'autres. Il y a une vraie offre de soins pour qu'on puisse accompagner les gens dignement et avec le moins de souffrance possible. Autre question, que pense l'hôpital qui est donc quasiment saturé des discussions sur un éventuel déconfinement, même avec un pass sanitaire? Alors je ne glisserai pas sur ce terrain glissant. Là, on est dans une discussion politique. Effectivement, je donnerai mon avis au gouvernement directement pour les accompagner. Juste pour dire à propos de la saturation que oui, certes, le travail il est dur, le travail il est pénible, le travail il est énorme parce que la voilure du Medipôle est au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Les équipes s'épuisent, les équipes donnent le meilleur, et grâce à la réserve sanitaire qui est arrivée, la réserve sanitaire et la solidarité nationale, on a une petite bouffée d'oxygène, nous aussi, qui permet de faire souffler certaines infirmières qui travaillaient non-stop depuis 3 semaines, presque, des médecins. On a des médecins qui sont sur le pont sans demi-journée de libre depuis plusieurs semaines. Donc ça fait très plaisir. Ça suffit pas, clairement, ça suffit pas. Et je crois qu'il y a des aides qui sont redemandées encore. Voilà, si on veut tenir avec cette quantité d'offres de soins qui est vraiment énorme, il faut qu'on soit aidé parce qu'on n'a pas la ressource en interne dans le pays pour faire ça. Il y a aussi la DSCGR, il faut aussi aller dans les îles. La réserve sanitaire est distribuée sur l'ensemble du territoire. Au CHN, ils sont très contents d'avoir vu arriver un réanimateur, par exemple, etc. Donc je les remercie. Mathieu Underel pour Caledonia, vous avez évoqué les anticorps monoclonaux ou de synthèse. En France, on voit qu'ils sont utilisés notamment pour les personnes qui ont du mal à développer des anticorps par la vaccination ou par la maladie. À qui est-ce que ces anticorps pourraient être adressés, et est-ce que c'est réaliste d'envisager un traitement avec ces anticorps monoclonaux en sachant qu'ils sont relativement chers aussi? Alors la première population que nous souhaitons privilégier, c'est nos patients insuffisants rénaux, et notamment les greffés rénaux, parce que c'est des malades extrêmement fragiles. Il y a environ 50 dossiers en attente de traitement par anticorps monoclonaux pour cette population qui est particulièrement à risque, qui a été extrêmement bien vaccinée par les néphrologues du territoire, mais qui est quand même à risque malgré tout. Donc c'est une population qui pourrait être une population cible. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Il y a 2 types de prise en charge avec ces anticorps monoclonaux. Une curative pour soigner, voilà. Et ça, c'est pour empêcher les gens de faire des formes graves quand ils ont déjà la maladie, qu'elle est déjà grave, c'est pour éviter qu'elle s'aggrave encore. Et puis il y a des traitements préventifs, des schémas préventifs de traitement avec ces mêmes anticorps. Ceux-là, malheureusement, il faudrait qu'on ait beaucoup de traitements pour pouvoir les appliquer. Je suis pas sûr qu'on soit en mesure de le faire ici, mais c'est possible en tout cas. Ça existe. Un petit peu dans la même idée, donc vous avez rappelé que la 3e dose était offerte à la population. Du coup, cette 3e dose, elle s'adresse à qui? À l'ensemble de la population, aux plus de 65 ans? Et oui, donc elle s'adresse à tout le monde, cette 3e dose, pardon. Alors, cette 3e dose, l'ADAS a bien travaillé là-dessus. Clairement, il faut d'abord privilégier les populations les plus à risque, donc les patients plus de 60 ans, et puis les populations qui sont en contact avec les patients. Donc au Medipôle, quasiment tous les médecins ont reçu une 3e dose, parce qu'on était à plus de 6 mois, on a été vaccinés dans les premiers, puisqu'on est en contact direct. Donc c'est les populations les plus à risque qu'il faut vacciner en premier, mais après, si on a les moyens de le faire, il faut vacciner autant qu'on peut pour les gens qui avaient... Mais c'est une population qui existe déjà, parce que la 3e dose, c'est des gens qui ont déjà été vaccinés et qui seront motivés à se revacciner.
c'est pas la population cible de mon discours aujourd'hui, parce que ceux-là, ils sont déjà convaincus. Et je les remercie d'ailleurs, parce que ceux-là, je suis content qu'ils viennent pas à l'hôpital. Vous voyez, mais c'est tous les autres en fait qui m'intéressent. C'est ceux qui sont encore dans le doute et qui se posent encore mais des milliards de questions. Et eh ben, je vous remercie beaucoup pour votre... Protégez-vous, portez-vous bien et puis vaccinez-vous.